monarchiste de la chose. Nous allons passer maintenant aux Sœurs Labec, qui sont donc deux pianistes classiques, mais qui depuis maintenant un certain temps ont largement élargi leur répertoire. Et là, l'événement, c'est qu'elles se retrouvent avec Thom Yorke, qui est le leader de Radiohead, début avril dans la salle de la Philharmonie de Paris, et depuis un petit peu partout dans le monde. Donc ces célèbres pianistes, Katia et Marielle Labec, originaires du Pays Basque, étaient donc sur scène avec Thom Yorke, le leader de Radiohead, qui proposait en leur compagnie sa première création destinée à être jouée par des artistes classiques dans des salles de concert classiques. Avant de parler de cette collaboration, je vous propose de découvrir quelques images de ces fameuses sisters. Alors, c'est un double mouvement donc, qui rejoint ou qui réunit les Sœurs Labec et Thom Yorke, à savoir que les Sœurs Labec sortent de plus en plus du classique pour jouer des choses qui appartiennent évidemment au répertoire archi-contemporain. Et Thom Yorke, finalement, et c'est aussi l'expérience de Radiohead, notamment aussi de l'un de ses guitaristes, Jonny Greenwood, mais ils sont à la fois dans la pop, mais de plus en plus tentés, mon cher Yves, par la musique savante, par la musique expérimentale. Ils n'ont pas du tout envie de rester enfermés dans l'idée d'un groupe de rock, quoi. Même s'ils le sont profondément. À tel point que Thom Yorke a refusé d'assister à l'intronisation de Radiohead au Rock and Roll Hall of Fame aux États-Unis, car il devait répéter avec les Sœurs Labec pour cette tournée qui est passée par Londres, par la Philharmonie à Paris, l'Auditorium de Lyon, etc. C'est dire si ça lui importe en fait cette nouvelle carrière de compositeur pour piano et qui vient rejoindre l'expérience. Alors les Sœurs Labec qui sont très connues évidemment en France et de par le monde, justement pour leur caractère expérimental et d'aimer se mélanger à d'autres musiques, le jazz évidemment, hein, et le rock. Katia a été mariée avec John McLaughlin, donc le guitariste de Mahavishnu Orchestra, Miles Davis et Shakti et beaucoup d'autres, un des plus grands guitaristes du XXe siècle, qui a joué avec Carlos Santana, comme dans l'album qui est votre album chéri, Guillaume, Love, Devotion and Surrender. Mais donc là, elle s'attaque à en fait une forme d'avant-garde du piano, puisque leur concept s'appelle Minimalist Dream House. Et là, en fait, on retrouve cette musique qui est de l'épure. Par rapport, si vous voulez, le piano classique, vous parliez dans une émission précédente de la fantastique Martha Argerich. Ouais. Et là, c'est de la virtuosité, etc. Et les Sœurs Labec sont virtuoses de piano. Mais là, justement, elles vont dans une recherche qui va vers le minimalisme. Ouais, avec grands compositeurs, Steve Reich, Phil Glass, etc. Et au-delà de ça, inspiré par Erik Satie, voilà, qui, justement, n'est pas dans la virtuosité, mais d'une certaine façon, plus proche d'un Brian Eno hein, et de ces musiques voilà, un peu atmosphériques, bien que jouées au piano. Évidemment, c'est toute l'école new-yorkaise des années 50 et 60. Et donc, ce nouveau spectacle dans lequel, en deuxième partie, elle joue les œuvres de Thom Yorke et où il vient, à la fin, lui-même chanter un morceau avec elle en conclusion. Voilà, c'est le nouveau stade, on va dire, de leur recherche musicale très polymorphe. Et est-ce que vous avez l'impression que c'est la sortie définitive, justement pour Thom Yorke, sans doute. Non, mais la sortie définitive du rock. Pour le rock... de Radiohead non. Oui. Non, moi je pense pas du tout. Je pense qu'il y a chez des compositeurs dans le rock, de temps en temps, l'attrait soit du symphonisme, soit de l'académisme. Billy Joel hein, aussi vient à l'esprit, mais je pense que c'est juste une espèce de recherche de respectabilité un peu ridicule. Metallica l'avait fait aussi en son temps. Ouais, en 1999. Alors, donc, San Francisco. Ouais. Justement, est-ce que vous avez ce sentiment-là? Parce qu'il y a quand même chez Radiohead quelque chose, c'est pas le rock basique Radiohead, donc il y a quand même déjà cette attirance. Vers l'intellectualisme. Jonny Greenwood, je parlais tout à l'heure, qui est le guitariste, il a fait la musique de There Will Be Blood, le film de Paul Thomas Anderson, il a eu des récompenses dans le monde entier, il a fait plusieurs musiques de films, il a écrit des choses qui n'ont strictement aucun rapport avec le rock. On est, pour Radiohead, comme vous l'avez dit très bien, ce n'est pas un groupe pop-rock traditionnel. C'est un groupe qui a connu plusieurs ruptures et à un moment donné une radicalisation dans l'approche musicale. Donc ça m'étonne
absolument pas qu'un Tom York arrive sur ce genre de terrain. Et ça ne m'étonne pas que les Sœurs Labec non plus convergent vers lui, dans le sens où même quand elles jouent le répertoire très classique, elles ont une attitude rock'n'roll. Moi, je les ai vues plusieurs fois. Par exemple, il y en a une qui est habillée en blanc et l'autre qui est habillée en noir. Elles sont en battle de piano, même si le terme n'est pas correct, mais pour moi, c'est une espèce de battle, comme on peut avoir une battle de rap. Et elles ont cette attitude rock'n'roll où elles ne tiennent absolument pas en place. Donc, il y a des velléités chez l'un et d'autres velléités chez les deux autres qui les font converger. Je ne suis pas du tout surpris. C'est un peu comme des recherches de respectabilité chez des gens qui ont toujours été punk, par exemple, et qui décident de marier une bourgeoise. Et l'inverse. Voilà. Et la volonté de s'encanailler dans l'autre sens. Je pense que ça, dans tous les milieux et dans toutes les strates culturelles, on a connu ce genre de mariage et de convergence à un moment donné. Ouais. Nicolas. Ouais, les Sœurs Labec le disent aussi quand on joue, par exemple, le sac du printemps. Pour nous, c'est quelque chose qui est fondamentalement rock, mais on n'a pas le loisir, dû au cadre de la musique classique, d'exprimer ce rock'n'roll dans l'interprétation, mais dans la réception de cette musique-là. Donc, il y a d'abord ça. Je pense aussi qu'il y a dans la notion de respectabilité des musiciens rock qui décident de faire ce virage vers la musique classique. Il y a aussi, je pense, tout simplement l'idée d'exister autrement. Les musiciens rock, particulièrement quand on est dans un groupe comme Radiohead, ils sont cantonnés dans un rôle très, très précis. Et je pense que quand Tom York décide de s'aventurer dans la musique classique, dans l'idée de la composition, il y a un acte bizarrement, mais de subversion par rapport au milieu auquel il appartient. Et il l'a aussi dit, il y avait un petit peu de jalousie, parce qu'il est très jaloux de Johnny Greenwood, qui, lui, a la capacité de lire et d'écrire de la musique classique et des orchestrations et des arrangements. Johnny Greenwood, il joue d'une dizaine d'instruments, voilà. combinaison de Martenot. Enfin, c'est un musicien incroyablement... savant. Oui, c'est un musicien savant. Donc, quand il a décidé de composer la musique, par exemple, pour Suspiria, la reprise de ce fameux drame d'horreur, c'est venu d'une pure jalousie. Il se disait, si lui, il le fait, moi, je suis capable de le faire. Évidemment, il a frappé un mur, mais ça lui a permis ensuite de pouvoir aller plus loin. Et on parle de Tom York, mais Bryce Dessner aussi, qui est dans ce projet-là, qui est un des deux jumeaux du groupe des Nationals. C'est aussi un grand compositeur. Donc, c'est pas parce qu'on est un musicien rock, qu'on est dans un grand groupe populaire, qu'on peut pas aussi être un grand compositeur contemporain de musique classique. Je pense que les deux peuvent très, très bien coexister. Voilà, Michel. Oui, j'écoutais ce qui a été dit avec intérêt. Je crois que merci. Je suis votre premier public. Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, moi, ça me rappelle des interviews, des entretiens que j'ai pu avoir avec des musiciens classiques. Ce qui m'a toujours frappé avec les musiciens classiques, les interprètes, c'est que contrairement à l'image que le grand public peut souvent en avoir, comme des gens sérieux arrivant à guinder sur scène, en EPAP et autres. En tout cas, maintenant ça change, mais à une époque ça a été longtemps comme ça. Ce sont de joyeux rockers quand même dans leur tête et qui n'ont pas beaucoup de frontières qui sont fixes, qui sont vraiment curieux et ouverts, surtout souvent les musiciens classiques. Chez les rockers, pendant très longtemps, ça a été peut-être paradoxalement moins le cas. Ils étaient rockers sur scène et puis ils étaient moins curieux d'ouverture. Comparaison n'est pas raison. Il y a des exceptions. Intimidés aussi. Ouais, il y a des exceptions partout. Je suis pas en train de dire que c'est le cas pour tout le monde, mais souvent c'est un petit peu comme ça. Maintenant, ce qui est en train de se passer, peut-être qu'on on se retrouve avec des musiciens de rock qui commencent à avoir une culture musicale. Alors il y a toujours des exceptions avec des gens qui savent pas écrire et qui savent pas lire la musique, mais quand même, il y en a certains qui sont capables de plus en plus aujourd'hui, parce qu'ils ont fait des études classiques avant de se tourner vers le rock, d'être capables d'écrire, d'être capables de composer, ce qui permet le pont entre les deux, parce que du côté de la musique classique, il y a toujours eu un intérêt pour les autres musiques. Vraiment, c'est pas un monde qui est fermé. Par contre, il n'y avait peut-être pas les possibilités de le faire. Aujourd'hui, les deux peuvent peut-être plus facilement coexister, et c'est ce qui permet à des projets comme cela. Et c'est pour ça aussi, comme les Sœurs Labec, qui, en plus de tout temps, elles, ont eu un intérêt pour toutes les musiques. Puis accessoirement, j'ai envie de dire aussi, il y a quand même, quand on commence à regarder, indépendamment des groupes de rock, que ce soit, voilà, on en parlait, Metallica ou autre, ou Deep Purple, quand je jouais avec des orchestres symphoniques, il y a toujours eu des musiciens qui étaient entre les deux territoires, partout. Je pense à un type en Suisse comme Pascal Auberson, qui était percussionniste de l'orchestre de la Suisse romande, donc orchestre classique si l'on est reconnu, et puis en même temps qui a fait une carrière à la fois dans la variété, puis à la fois dans le jazz, et puis à la fois dans la chorégraphie. Ou Laurence Crevoisier, qui est une artiste suisse qui est dans les deux mondes, c'est-à-dire qu'elle est altiste classique et prof, et puis elle joue aussi de la musique contemporaine en même temps. Enfin, tout ça pour dire que les ponts, me semble-t-il, ont toujours vraiment fonctionné. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a une plus grande facilité dans
ouais, pas l'académisme, mais dans la scolarisation, dans l'apprentissage qu'ont eu certains musiciens qui va permettre que certains ponts se fassent plus facilement. Et peut-être qu'on est en train de laisser tomber certaines étiquettes qui font que on peut accepter de voir des musiciens passer d'un genre à un autre de manière plus simple. Michel, en même temps, on est en train de réécrire totalement l'histoire, comme si on avait oublié celle qui a existé. Hein. John Cale, dans le Velvet Underground, il travaille avant ça avec John Cage, avec la Monte Young, etc. Donc ce qu'on est en train de décrire, en réalité, ça existe depuis les années 60. C'est simplement qu'on est en train de redécouvrir quelque chose qui a toujours existé dans l'histoire de la musique. Et les Beatles et le rock sont au contraire l'exemple de la musique qui a toujours englobé toutes les autres musiques les Beatles, bien sûr. de la planète. C'est plutôt le monde du classique qui regardait tout ça, jazz compris, avec un mépris absolu, qui est en train seulement de commencer à disparaître. On oublie aussi Gainsbourg, par exemple, qui a aussi convoqué la musique classique dans ses compositions. Donc, Convoquer, c'est un piètre mot, quand même. Oui, c'est ça. Totalement absorbé. Alors, Yves, quand il s'en empare. Sciemment. non, je vais juste répondre à ça, parce que je ne suis pas sûr que c'est le monde des musiciens classiques. C'est beaucoup le monde des... c'est rigolo qu'on ait cette discussion. Je pense que c'est peut-être plus le monde des auditeurs de la musique classique, c'est-à-dire le public de la musique bien classique sûr. a été très longtemps, je dis, extrêmement réfractaire à ce qu'on sorte ou qu'on Michel. voit des artistes qui fassent autre chose. Oui, bien sûr. Mais non, mais bien sûr, tu as raison par rapport à ça. le fait d'être musicien, je veux dire, la musique, c'est le langage universel. Donc, un musicien, il va entendre un musicien qui fait un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'il fait, ça va toujours l'intéresser. J'ajouterais public un est beaucoup petit plus mot à sectaire, caractère c'est ça, sociologique bidon, mais c'est vrai que le star system du rock, pour des gens comme Radiohead, c'est plus du tout une fascination. Ils vivent à Oxford entre eux, et l'idée de passer des frigidaires par la fenêtre, d'avoir 45 000 petites amies, ça les intéresse plus du tout. Maintenant, ce star system-là, il est passé du côté du rap. Ce star system-là. exactement. Il est plus du tout du côté du rock. Donc l'attirance des musiciens de rock, qui ne sont plus les grands musiciens populaires qui ont existé il y a maintenant 20 ou 30 ans, eh ben, c'est d'élargir leur spectre et de ne pas jouer justement dans la comédie qu'on connaît, qui est celle du star system du rock'n'roll, qui est maintenant, il faut bien le dire d'une certaine manière, mort ou enterré ou représenté par des gens qui sont encore en vie. Ou une caricature, en tout cas. Voilà, en tout cas, une caricature. Que dit-on de cette collaboration sur les réseaux sociaux? Eh bien, pas grand-chose. La discussion Le retour que nous à la avons ici- raison. Non, mais la discussion que nous avons ici n'est absolument pas représentée par les réseaux sociaux. Et ce n'est pas un sujet de conversation. Les seuls commentaires qu'on trouve de cette collaboration, ce sont celles des médias qui s'expriment sur Twitter et qui vont commenter. Mais sinon, c'est absolument pas repris par les internautes. Alors, est-ce que c'est parce que ça ne les intéresse pas ou parce que justement le public qui aime les Sœurs Labec et qui les écoute ne s'exprime pas sur le sujet, c'est tout à fait possible. C'est l'autre monde par rapport à Trois Cafés Gourmands dont on parlait il y a Exactement, plusieurs c'est là. semaines. Non, mais attention, il y a d'autres artistes qui créent quand même, qui ne sont pas Trois Cafés Gourmands, qui créent c'est pas du plus tout de péjoratif, ce que je suis en train de dire. discussions. C'est là, effectivement, on en parle peu et pourtant elles ont une présence digitale. Elles ont ouvert des comptes officiels. Radiohead, ils sont hyper présents. Ah sur oui, les réseaux oui, non, mais sociaux. là je parlais des Sœurs Labec. mais Mais elles ne suscitent pas d'entrain. C'est-à-dire qu'elles publient, mais elles sont suivies par 800 personnes. Moins que vous. Saloperie. Et vous viendrez, ma chère Laura. Une grande présence réseaux sociaux. Mais il y a quand même cet album El Chan qui est sorti le 5 avril, composé en partie par Bryce Dessner, qui met en vedette les Sœurs Labec sur certains